Hello, hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci. Excusez-moi. Quant à moi, Dieu merci. Tout va pour le mieux. Je souhaite à tous que Dieu nous protège. Surtout que Dieu protège notre pays, qui est la Guinée. Parce que ça ne va pas. Quiconque ne vous dit pas ça, il vous a menti. J'ai peur. Pour une fois, j'ai peur pour ce pays. Mais est-ce que la peur peut nous condamner de ne pas agir? Non. Cette peur, ce n'est même pas pour moi en fait. Ce n'est pas une peur immédiate ou quoi. Mais c'est une peur pour l'avenir, pour les plus jeunes. Parce que nous assistons à une destruction programmée par un groupe de bandits armés qui sont en train de tout détruire. Tout détruire. Si les Guinéens savent la profondeur de la destruction que ce groupe-là est en train de faire en 3 ans, déjà, c'est plus de 30 ans d'efforts consentis, bien avant d'ailleurs le professeur Alpha Condé. Et ce qui est grave dedans, ceux qui savent, ceux qui connaissent la réalité de ce qui se passe dans le pays, se taisent. Ils n'en parlent pas. Ils ont peur. Certains, à cause de leurs privilèges, ou pour une raison qui leur appartient, ils ne parlent pas. Donc, très cher ami, je me suis dit que je vais m'adonner ce matin à un petit exercice avec vous. Essayez de vous expliquer à la limite de ma connaissance ce qui se passe dans un langage très simple, ce qui se passe réellement sur le plan économique dans notre pays. C'est pourquoi j'ai titré cette vidéo en disant de la refondation au démantèlement économique de l'économie guinéenne. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je vais dire tout simplement, si la refondation implique l'action de fonder à nouveau, de reconstruire une nouvelle structure sur une base juste, souvent après une crise ou un changement quelconque. Mais qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? Nous assistons à la destruction. Pas à la reconstruction, ni au maintien du peu qui est là, mais nous assistons à la destruction. Un exemple très simple. Quelqu'un qui veut construire une maison, un étage, un duplex. Au départ, son objectif, c'était pour faire un duplex. Il fait la fondation par rapport à l'objectif. Mais à un certain moment, il se dit, bon, je vais augmenter le nombre d'étages. Je ferai maintenant 5 étages au lieu d'un duplex. Donc, en ce moment, il voit son ingénieur qui lui dit, bon, écoute, s'il faut faire 5 étages, la fondation qu'on a eu à faire pour la maison là était prévue pour un duplex. Donc si on met 3 étages de plus, je crois qu'il faut qu'on renforce la fondation. Si on ne renforce pas la fondation, on risque d'avoir les problèmes. Parce qu'un beau matin, la maison peut tomber. Parce que la fondation ne peut pas supporter. Ce n'est pas conçu pour 5 étages. La fondation est faite pour un duplex. La personne dit, ok,
on va essayer de refonder, de garantir. Mais il se trouve que pour faire ça, selon l'ingénierie et tout ce qui s'ensuit, ça demande un peu d'argent et ça demande vraiment les personnes spécialisées dans cette affaire-là pour la consolidation de fondation. Il faut que ces personnes s'y connaissent dedans, il faut des moyens et tout ça. Mais cette personne, lui, il n'a pas prévu ça. Il n'a pas prévu ces dépenses-là parce que pour lui, comme par coup de tête comme ça, il dit bon, je vais faire maintenant 5 étages au lieu de 2 étages au départ, mais cela implique que je renforce la fondation, sinon les 5 étages ne tiendront plus. Il vient, il dit bon, il veut bricoler, il veut tricher, c'est-à-dire il ne veut pas mettre le moyen pour faire une fondation solide qui pourra supporter les 5 étages. Donc il bricole. Et finalement, la maison construite 5 étages, ça tombe. Parce qu'on n'a pas bien fait la fondation qui est là. Comme on devrait le refonder, c'est-à-dire complètement changer pour supporter 5 étages, ça n'a pas été fait. Donc la maison, ils ont forcé mettre les 5 étages, mais la maison n'a pas tenu. Parce que la solidité d'une maison, c'est la fondation. Donc, c'est l'image que je donne à ce groupe de bandits du CNRD. Ils viennent, ils disent tout ce qui est système d'organisation. On va essayer de tout modifier. On va essayer de refonder l'État guinéen. Donc l'action de fonder un nouveau État. On va essayer de reconstruire sur une nouvelle base. Souvent, après le coup d'État, ils disent que tout ce qui était là était mauvais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont non seulement jeté l'eau du bain, mais aussi avec le bébé. C'est-à-dire tout ce qui était bon, ils sont venus, ils ont jeté tout. Tout ce qui était mauvais, certes, tout n'était pas parfait au temps d'Alpha Condé. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient bonnes. Il fallait garder ou renforcer. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Aucun État n'est parfait au monde. On peut toujours améliorer ce qu'on fait. Mais on ne peut pas venir détruire ce qui est là en disant que tu vas essayer de corriger, mais tu fais pire. C'est-à-dire ce que tu es en train de faire est pire que ce qui était là. Je vous donne un petit exemple. Parce que quand tu refondes et que la refondation n'arrive pas à réussir, on parle en ce moment de démantèlement, ce qui signifie déconstruire sans mettre une structure viable après. C'est comme si dans une organisation existante, là, tu viens, tu dis l'organisation n'est pas bonne, je vais essayer de restructurer le rôle du secrétaire général ou de la personne qui s'occupe des affaires sociales, ils ne sont pas bons, je vais mettre d'autres personnes à leur place, mais ceux-ci n'arrivent pas à faire le boulot comme les anciens. Les anciens étaient mieux que les nouveaux que tu as mis. Donc on est arrivé à cette étape qu'on appelle le démantèlement des structures viables qui étaient là, c'est-à-dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui là, les structures qui étaient là étaient plus performants que ce que nous assistons aujourd'hui. Je vous donne un exemple pratique. En 2010, quand le professeur Alpha Condé est venu, le port de Conakry travaillait 8 heures par jour. Les dockers ne pouvaient débarquer les marchandises que 8 heures par jour. Pourquoi? Parce que le port de Conakry n'était pas électrifié. À partir de 17h, 18h, déjà il fait sombre. Donc on ne peut pas travailler dans l'obscurité.
Le professeur Alpha Condé, on l'a dit, bon, écoute, il y a un problème au port de Conakry. Les gens ne peuvent pas travailler plus de 8 heures. Parce qu'à partir de 17 heures déjà, il fait sombre, il fait nuit. Les gens ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas décharger les bâtons quand il fait nuit. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? On dit qu'il faut électrifier le port de Conakry. Pour que les gens puissent travailler 24 heures sur 24, il faut électrifier le port. Il dit d'accord, on électrifie le port. On électrifie le port, on dit bon, les travailleurs qui travaillent 8 heures par jour, on va vous repartir en 2 équipes. Un vient le matin, de 9 heures à 17 heures, ils finissent. Un autre groupe reprend de 17 heures à 7 heures du matin. Donc 24 heures sur 24 heures. Qu'est-ce qui a permis ça? Parce qu'on l'a électrifié maintenant, le port de Conakry. Donc ça, le système qui existait avant Alpha Condé, parce que ça a duré depuis 52 ans. Depuis que l'aéroport de Conakry a été créé, c'est-à-dire c'est devenu le port de la République de Guinée, parce que le port de Conakry, laissez-moi vous dire, ça date de 1858. 1858, ça fait plus d'un siècle et demi, là, ce port-là. Mais ce port n'a jamais travaillé 24 heures sur 24. C'est au temps du professeur Alpha Condé, avec l'électrification du port, les dockers étaient repartis en 2 groupes. Certains faisaient de 7 à 17 heures et de 17 heures à 7 heures du matin, c'est-à-dire les 2 groupes de roulement. Donc, on a résolu le problème et on a augmenté la productivité du port. Ça, c'était un premier cas. Le deuxième cas, on dit, bon, notre port, il n'y a que 2 quais. Quand les bateaux viennent, ils ne peuvent poster que sur les 2 quais. On a une possibilité, le 3e quai qui est là-bas n'est pas utilisé depuis près de 30 ans maintenant, ce quai-là est abandonné. On va réhabiliter ce quai-là. Mais aussi, on va faire 2 autres quais, mais cette fois-ci, ça sera les quais à eau profonde. Parce qu'au niveau des quais, quand la profondeur ne dépasse pas 15 mètres, les gros bateaux ne peuvent pas accoster. Et le quai de Conakry a à peine 8 à 9 mètres de profondeur. Donc les gros bateaux, quand ils viennent, c'est au Sénégal ou en Côte d'Ivoire qu'ils font ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme, si c'est le... Ça va me revenir, si un de mes amis là connaissent le terme là, bon, ça va me revenir. Donc c'est à partir du port du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire qu'on transvase, c'est-à-dire on prend les marchandises, on les met dans les petits bateaux qui n'ont pas une grande capacité pour envoyer à Conakry. Parce que les gros bateaux ne peuvent pas accoster. Parce qu'on a un port qui n'a pas, disons, les quais n'ont pas la profondeur que recommande l'accostage des gros bateaux. Donc Alpha a dit, avec Albarak, il dit, je veux que vous faites 2 grands quais avec les normes, avec les profondeurs voulues. Donc, on rentre dans un système de refondation, de la reconstruction. Ce qui était là déjà, les failles qui étaient là, on a comblé les failles en mettant 24 heures sur 24 heures l'électrification du port. Donc ça a augmenté la productivité. La deuxième chose maintenant, c'est logistique. Le port, il faut aménager les quais qui ont l'eau profonde, c'est-à-dire à partir de là que les gros bateaux viennent pour augmenter. Il dit, mais ça va prendre du temps. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là qu'on est rentré de ce que les économistes appellent l'avantage comparatif.
Alpha a dit, bon, notre port ne peut pas recevoir les gros bateaux comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous avons fait? On a un inconvénient. Notre port, on ne peut pas recevoir les gros bateaux. Mais on va jouer sur un autre élément qui va de notre avantage. On va jouer sur les taxes et les redevances des marchandises qui viendront avec ces petits bateaux chez nous. On va baisser un peu nos taxes et les redevances qu'on paye au port de Conakry. Comme ça, on va attirer les commerçants de passer leurs marchandises par Conakry. On a baissé les droits de douane en Guinée. Certains commerçants en Côte d'Ivoire, au Sénégal, venaient délivrer leurs marchandises à Conakry parce que c'est compétitif, c'est le jeu du marché, c'est comme ça que ça se passe partout au monde. Donc Alpha a incité les commerçants de venir prendre leurs marchandises à Conakry. Il dit, on va transformer notre désavantage, les inconvénients, avant qu'on a des quais à eau profond pour recevoir les gros bateaux comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on va jouer sur les droits de douane. Donc on va attirer beaucoup de commerçants qui viendront. Ça, c'est sur le plan économique. De sorte que le port de Conakry a été classé en 2020. Le port de Conakry était le port le plus performant en Afrique de l'Ouest et le troisième port le plus performant dans toute l'Afrique, dans le continent africain. Il y a tant d'autres mesures, parce qu'il y a des mesures structurelles, il y a des mesures logistiques, c'est l'ensemble de ces éléments qui a donné, qui a fait que la Guinée a été classée, le port de Conakry a été classé comme le premier port le plus performant de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est pas arrêté là. Il dit, les recettes rentrent. C'est vrai, quand les commerçants viennent dédouaner, il y a des trucs. Il dit, mais l'argent, on ne le voit pas. Il dit, il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Si l'argent n'est pas sécurisé, surtout l'argent de l'État, ça se perd. Il dit, bon, on va d'abord créer un seul compte. L'État, il y aura un seul compte, c'est-à-dire l'unicité des comptes. Il n'y a pas à dire que tel ministère a un compte, tel directeur général ou tel autre. Il y avait une pagaille totale. À la Banque centrale, il y avait combien de comptes? Et chaque compte était géré par tel. Il dit, ça c'est fini. Il y aura un seul compte pour l'État. Quand l'État reçoit ses recettes, c'est lui qui va repartir, c'est ce qui doit aller sur pôle, sur pied. Donc il dit, il y aura un seul compte. Le contrôle est facile. Il dit, mais ça ne suffit pas. Maintenant, le douanier, on ne donne plus l'argent frais au douanier. Le commerçant, quand il vient dédouaner ses marchandises, il va aller payer ça au trésor ou dans les banques. Le douanier ne verra que le reçu. Donc, c'est ce qu'on appelle dématérialisation des transactions publiques. C'est-à-dire les transactions publiques avant Alpha Condé, ça se faisait de main en main. On dit que l'argent n'aime pas ça. C'est-à-dire quand tu donnes l'argent vrai à un douanier qui a sa femme qui est malade, qui est couchée à l'hôpital, ou il veut terminer sa maison qui est à Anta ou tout ça là. Mais il ne va pas aller déposer ça directement au trésor public, il va mettre ça dans sa poche. Donc l'argent frais dans la main des gens, on dit que l'argent, c'est le diable. C'est pas bon. Donc Alpha a fait disparaître l'argent. L'argent frais, on ne le voyait pas. Le douanier ne voyait pas l'argent frais. Lui, c'est le reçu qu'il voit. Donc il ne peut pas négocier avec tel commerçant. Je te donne ça, tu me donnes ça. Non, il n'y avait pas ça. Et il est parti loin. Il dit, bon, on a sécurisé les recettes. Quand l'argent rentre, c'est au trésor qu'on fait. Mais aussi, on va fixer, c'est ce qu'on appelle le quota de performance. Parce qu'on ne peut pas comprendre
que notre port reçoit beaucoup de marchandises, les gens viennent, mais la quantité d'argent qu'on a par rapport au flux des marchandises et tout ça n'est pas ce. On va voir le volume, parce qu'on peut calculer le volume, la quantité de marchandises qui rentrent dans un pays et la quantité qui sort dans le pays. Il est possible de savoir. À partir de ça, on peut donner des chiffres approximatifs. On dit le port de Conakry peut faire par mois plus de 60 000 ou près de 50 000 milliards de francs guinéens. Donc Alpha a fixé que c'est ce qu'on appelle les quotas de performance que le port, la douane doit verser à l'État tous les mois. Donc ça met de plus la pression sur les... Tout ça, c'est pour éviter la corruption. Parce que avec toutes ces... La corruption, c'est quelque chose qui existe partout. C'est les mesures, les mécanismes d'atténuation de la corruption qui fait que dans certains pays, c'est minimisé. Donc ça, c'est dans le cadre de la douane. L'exemple du port de Conakry, c'est un exemple de ce qu'on appelle la vraie refondation d'une structure, de l'institution douanière en Guinée. Parce que ça n'existait pas. Avant, nous le savons tous, un douanier, c'est le pacha de la ville. Les douaniers vivaient comme les trucs, mais à un certain moment, on a remarqué que l'argent ne rentrait pas comme ça. Parce que là où ils prenaient, j'ai oublié aussi, il y a eu le scanner aussi. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la sécurisation et de la performance du travail. Parce qu'avec le scanner, on peut définir le poids de la marchandise ou ce qui se trouve dans le conteneur. Donc, avec toutes ces mesures, on a créé une sorte d'efficacité, de la performance. Mais qu'est-ce qui est dangereux dans ça? On parle du port à l'heure. Après le coup d'État, qu'est-ce qu'on a vu? Avec ceux qu'ils appellent refondation, ils sont venus, Mamadi et ses hommes, il dit, oui, d'accord, il y avait toutes ces structures, ça marchait. Nous, on va mettre les actions qui vont encore plus marcher. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et pour eux, leur action qui fera que le port de Conakry va donner beaucoup d'argent à l'État, c'est d'abord renégocier le contrat de... Comment elle s'appelle encore les Turcs là? Donc, comment elle s'appelle encore? Qui a le nom de la compagnie turque là qui est au port là? Al-Barak. Il dit de renégocier le contrat d'Al-Barak. Ils disent, bon, l'électrification du port que vous avez sous le contrat de 20 ans et tout ce que vous êtes en train d'investir, il faut qu'on revoie ça, tout ça là. Ils sont attaqués à ce qu'on appelle tout ce qui a été signé comme contrat, comme truc là. Mais ce n'était pas pour... parce que ça ne fonctionnait pas ou bien la Guinée n'était pas avantageuse pour eux, non. C'est que les nouveaux maîtres sont venus, ils disent quand on déconstruit ce qui était là, en reconstruisant, nous allons avoir notre part. Ils étaient là dans leur tête, c'est pour qu'ils ont leur pourcentage. Donc ils sont attaqués à tout ce qui est institutionnel. Les contrats Al-Barak, il fallait arrêter, disons, la construction de ces quais. Au-delà des quais, il y avait la contournante. Ça, ils ont accepté, ils ont continué la contournante et puis l'aménagement du parc et tout ce qui s'était dans... Parce que c'était conclu qu'à l'horizon 2030, le port de Conakry sera plus que le port d'Abidjan ou de Dakar.
C'était ça qui était dans le contrat. Mais ils sont venus, ils ont mis leurs pieds dessus. Au-delà d'Al-Barak, dans leur projet encore de refondation, ils ont dit que maintenant, les commerçants doivent payer en argent frais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'aller verser au trésor ou bien d'aller à la banque. Ce n'est pas le reçu. Ils disent, bon, vous pouvez payer cash. Et la conséquence de payer cash, c'est ce qui se traduit aujourd'hui, que le directeur général de la douane, Moussa Camara, et son adjoint sont en prison. Parce qu'il y a eu une perte de 1000 milliards de francs guinéens. Pourquoi? Parce que l'argent, on a repris l'ancien système. C'est-à-dire au temps de Lansana Conté, ça se passait comme ça. Mais Alpha Condé, le système qu'il a mis de dématérialiser pour la sécurité des recettes de l'État, il dit le commerçant ne paye plus l'argent frais. Il va déposer l'argent au trésor. Il peut même remplir les formulaires en ligne sur Internet. Il fait toutes ces transactions. C'est le reçu que le douanier verra. Mais eux sont venus, ils disent non, ça c'est pas bon. Nous, on va revenir aux anciens systèmes. Les conséquences, le DG de la douane et le DGA et plus de 30 travailleurs, je crois, qui font des démarchages là au port, comme on leur appelle, disons, eux sont en prison aujourd'hui. Et l'État guinéen a perdu 1000 milliards de francs guinéens, soit 100 millions de dollars en 2 ans, en 3 ans, disons maintenant. Mais ils ne sont pas arrêtés là. La méthode que Alpha a combattue, parce que Alpha, lorsqu'il est venu, il dit il n'en est plus question. Quiconque vous dira que ce bateau-là ou ce conteneur-là va à la présidence, vous dites non. Parce que même les conteneurs destinés à la présidence étaient dédouanés. Même si on retournait par après le dédouanement qui est payé là par la présidence, après on retournait. Mais ils étaient payés de sorte qu'il n'y avait pas de passe-droit. Mais Mamadi est venu. C'est son homme de main qu'on appelle Bill Condé. Tout le port le connaît. Il est plus puissant que le directeur. Quand il vient un conteneur, il dit ça c'est pour la présidence, donc on ne dédouane pas. Le frère de Bala Samoura fait la même chose. De sorte que les commerçants et les transitaires là, ils ont trouvé leur vieux marché qui a disparu au temps d'Alpha Condé. Il dit, ah, ils ont ressuscité notre marché de Magui. C'est-à-dire, quand la marchandise vient, ce n'est pas une marchandise qui appartient ni à la présidence, ni à Bala Samoura, mais la couverture, parce qu'il donne aussi sa part. Le frère de Bala Samoura il est encore devenu le plus grand transitaire de la Guinée à l'heure là. Donc ça a cassé. C'est-à-dire vous êtes venu corriger ce qui n'était pas bon, mais vous venez pour aggraver. C'est pourquoi j'ai dit que la refondation qui aboutit au démantèlement et à la détériorisation de l'économie guinéenne. C'est comme ça, un exemple palpable sur le port, c'est comme ça que Mamadi a détruit tout ce qui était là du pont. C'est pourquoi j'ai dit ce qu'ils appellent refondation, je crois qu'ils ne comprennent pas trop le sens. Ils ne savent pas ce qui est la refondation. Ils ne connaissent pas. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, tu demandes aux gens qui connaissent le travail. C'est comme un malade. Quand le malade va chez le médecin, il explique son mal au médecin. Mais le médecin ne va pas s'asseoir directement, il lui écrit une ordonnance. Bon, va prendre. Non. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il prend ta température. Il regarde. Il regarde tes yeux.
S'il n'est pas très sûr, il te demande de faire les examens complémentaires. Examen d'urine, examen de sel, examen de sang. S'il n'est pas convaincu dans tout ça, il t'envoie pour faire le scanner, les examens plus poussés. C'est à partir de ça qu'il te prescrit le traitement qu'il faut pour toi. En économie aussi, c'est comme ça. Parce que l'économie, ce n'est pas la science exacte là qu'on nous apprend à l'école, on vient sinus, cosinus, ou je ne sais. Non, l'économie, c'est une science humaine. C'est une science humaine. Donc, quand tu viens dans une structure, que ce soit une entreprise, une structure d'État, tu viens, tu fais le diagnostic comme le médecin l'a fait. En économie, on appelle ça, tu fais une analyse critique de l'état actuel. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Pourquoi ça va? Pourquoi ça ne va pas? Tu te poses les questions. C'est la remise en question des fondements existants pour corriger ou pour bonifier ce qui va déjà. Mais tu ne viens pas, tu dis je détruis tout parce que rien ne va, tout est mauvais, je jette l'eau de bain et le bébé avec. Finalement, tu tombes dans quoi? Dans le fiasco. Donc l'économiste, quand il vient dans une structure, il y a ce qu'ils appellent la définition des nouveaux principes qui vont remplacer l'ancien principe. Il y avait des règles ici, il y avait des protocoles, il n'y a pas un regroupement d'hommes. Ce n'est pas question d'être lettré ou pas. Tout groupe a une façon de fonctionner. Tu ne peux pas venir parasiter un nouveau modèle de fonctionnement sans tenir compte du fonctionnement existant. Il y a quelque chose de bon dedans. Tout ne peut pas être mauvais. Mais tu ne peux pas remplacer ce que toi tu appelles mauvais par le pire. Donc c'est ça que nous sommes actuellement. C'est-à-dire ils sont venus. Parce que le but d'une refondation, c'est quoi en général? C'est pour améliorer l'efficacité, la performance et la légitimité ou la pérennité de ce qui est refondé. Mais si toi, ce que tu refondes est catastrophique, que l'ancien qui était là, ce n'est plus la refondation, c'est la destruction, c'est le démantèlement, c'est l'abandon, c'est la liquidation, c'est la dissolution. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça n'a rien de consistant. C'est dans ça que nous nous trouvons actuellement. Donc, au niveau du douane, l'exemple du douane, c'est ça la réalité. On a trouvé un mécanisme de régulation, les réformes institutionnelles qui étaient là, qui étaient efficaces, ou même s'il y avait certaines imperfections, on pouvait leur corriger, mais on est venu tout bousiller. Et à l'heure là que je vous parle, hier ou avant-hier, les conteneurs d'argent qu'on a fabriqués en Chine, qui est actuellement au port de Conakry, du port de Conakry, à la Banque centrale. Il n'y a que 500 mètres peut-être entre le port de Conakry et la Banque centrale. Il y a eu plus de, si mes souvenirs sont bons, parce que la personne qui a eu plus de 15 milliards de francs guinéens qui a disparu. C'est-à-dire 500 mètres du port de Conakry à la Banque centrale. Ça s'est passé, début de semaine là. Et vous avez tous entendu aussi l'affaire de perte de 21 milliards, soit 2 millions de dollars, qui s'est égaré. Il paraît qu'à Mamou, on a... tout ça, ça fait rire. Vous savez, ces gens-là nous ont montré qu'ils ne peuvent pas gérer la Guinée.
c'est une réalité. C'est-à-dire même si quelqu'un qui aime Mamadi ou son groupe, le CNRD, quand même, il aura quand même l'aimabilité et la décence de reconnaître que ces gens-là ne sont pas faits pour gérer le pays. Ils ne sont pas faits pour gérer le pays. Ce qui fait mal dans tout ça, comment peut-on remettre 21 milliards de francs guinéens à un particulier dans une voiture banalisée en ce 21e siècle de faire plus de 600 ou voire même 700 kilomètres. Et le gouverneur de la banque, pour nous dire qu'il prend au sérieux son travail ou pour masquer son incompétence, il fait un communiqué en nous citant les numéros de série. Ah, ça, c'est le comble. Tu te fais voler. Le jour même du vol, tu informes le voleur, tu dis j'ai les indices pour t'arrêter. Parce qu'en publiant les numéros de série, c'est pour dire au voleur, ne mettez pas l'argent là tout de suite en circulation. Attendez d'abord. C'est ce signal. Parce que les numéros de série, quand il y a un vol, que ce soit l'attaque des fourgons là qui transportent l'argent, on le voit même dans les films, on voit ça. Les numéros de série, c'est entre la police et la banque, et les travailleurs de la banque. C'est les informations qui restent secrètes. C'est les informations dont la publication est même interdite. Parce que c'est les éléments qui permettront à des policiers ou à des gendarmes de mettre la main sur ceux qui ont volé, soi-disant ceux qui ont volé. Mais si c'est le voleur même qui crie au vol, parce que tout semble comme si le gouverneur de la banque savait qu'on allait voler ça. Ou qu'on allait, comme il dit, ils ont été attaqués par les malfrats, les coupeurs de route. Mais j'en doute un peu. Vous savez, le transport d'argent partout au monde, d'un point A à un point B, nécessite les mesures de sécurité. Ça, c'est partout dans le monde. Ces mesures de sécurité-là, c'est simple. On est au 21e siècle. Moi, je peux faire plus de 2 mois ici sans toucher l'argent en billets comme ça. Toutes les transactions se font maintenant par les cartes de débit ou les cartes de crédit. Les transactions, il y a l'Internet en Guinée. La Banque centrale de Guinée a un succursale à Mamou. Il a un succursale à Cancan. Il en a à Zérekouré. Bissigi existe à Labié. Il y a des banques primaires qui sont partout en Guinée. Comment on peut transporter un tel volume d'argent? L'équivalent de 2 millions. Tu donnes ça en espèces à un particulier. De transporter ça. Quand même, j'ai dit quand même, c'est avec les transactions électroniques, ça ne te prend même pas 30 secondes. L'argent est versé. Ici, je ne sais pas comment ça se fait en Guinée. Ici, sur les bancomates qu'on appelle les distributeurs, là, tu ne peux pas prendre plus de 1 000 $ par jour. 2 000 $ en espèces. Même à la banque, quand tu vas au-delà de 5 000 $, il faut négocier. En tout cas, par jour, tu ne peux pas avoir plus de 10 000 $ en espèces comme ça. Ce n'est pas possible. Quand même. Donc, donner 2 millions de $ à un individu
qui veut transporter l'argent là, je ne sais pas s'il allait en Haute-Guinée parce qu'ils disent c'est les diamantaires. Laissez-moi vous dire, vous savez, l'argent là était destiné pourquoi? C'est l'argent là qu'on donne aux orpailleurs, que la banque, le gouverneur de la banque, il prend l'argent de l'État, l'argent de tous les Guinéens, il donne ça à Tidjane Koïta, parce que ce gars-là qui dit qu'il a perdu, c'est un des proches de Tidjane Koïta. C'est avec l'argent là, ils vont aller acheter de l'or avec nos parents en Guinée profonde. Le gramme d'or, vous croyez, ils achètent ça, le gramme d'or avec les gens là, combien? À peine à 4 dollars le gramme d'or. Et ce même gramme d'or, sur le marché international officiel, sur la bourse, c'est 104 dollars. Soit plus de 1000% de pourcent, c'est-à-dire de bénéfices qu'ils prennent sur nos parents. Et l'argent qu'on leur donne pour aller acheter de l'or, c'est l'argent qui nous appartient tous. Il y a plus de 20 tonnes d'or qui a disparu avec ce faux fainéant-là, qu'on appelle Tidjane Goïta, mais par la complicité de Mamadi et de le gouverneur de la banque. Le gouverneur de la banque, il est devenu même un usurier. C'est un usurier, ce n'est pas un directeur de la banque. Sinon, partout au monde, dans toute chose que tu fais, tu as un objet précieux, de l'argent, de diamants ou de quoi, pour leur transporter, il y a ce qu'on appelle, tu fais une sorte de planification et l'évaluation des risques. C'est dans toute chose. Tu évalues, tu analyses l'itinéraire qu'ils doivent choisir. Quels sont les risques? Les coupeurs de route. S'il faut dire que c'est les coupeurs de route, qui ne connaît pas l'existence des coupeurs de route en Guinée? Surtout depuis le coup d'État, ça a explosé. Les gens braquent même les gens en pleine ville en Guinée. L'insécurité en Guinée à l'heure là. Est-ce que vous pouvez donner 2 millions, 21 milliards à quelqu'un sans évaluer ces risques-là? Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est l'argent de tous les Guinéens qu'on donne. Je vous dis, entre le port et la banque centrale, il y a eu 15 milliards de francs guinéens qui a disparu. C'est-à-dire sur 500 mètres. C'est pourquoi je vous dis que la refondation, nous ne sommes pas dans la refondation, nous sommes dans la destruction. Nous sommes dans la destruction. Ce n'est pas possible. Le transport sécurisé pour transporter un bien précieux ou de l'argent, cela repose sur une combinaison des mesures. Il y a d'abord les facteurs organisationnels, physiques et techniques. Actuellement, on est dans un monde hyper connecté. Il y a des véhicules spécialisés pour ça, pour transporter l'argent. Et il y a un quota. Il y a des véhicules, les fourgonnettes là qui transportent l'argent, en tout cas dans les pays en Amérique du Nord ici, ils ont un montant au-delà duquel ils ne peuvent pas. Et ils le font. Ils sont directement connectés avec la banque, là où ils doivent déposer l'argent, mais là où ils ont quitté aussi. Et des fois, ils sont escortés par la police ou la gendarmerie. Entre Conakry, Mamou et tout ça, là. Les trucs là, il y a une gendarmerie à Kindiano, il y a une gendarmerie à Mamou, il y a une gendarmerie partout en Guinée. Ils peuvent faire un système de relais. Quand les gendarmes de Conakry les accompagnent jusqu'à Koya, l'équipe de Koya les accompagne jusqu'à la frontière avec Kindia. Là-bas, il y a le... Tout est une question. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a un doute. Le doute, c'est-à-dire, c'est comme le voleur qui crie au vol. À l'école primaire, on nous expliquait l'histoire de Toto. Toto, dans le village, il aimait tromper les gens. Quand il ne veut pas aller au champ,
il se disait qu'il est malade. Tout le monde va au champ, lui il reste là, il rentre dans la cour des gens, il vole leur bétail qui est là-bas, les poules, il fait du bombas dans ça là. Mais un jour, il y a un paysan qui l'a observé, il l'a vu en train de faire ça. Il n'a rien dit. Et quelques jours après, Toto a dit qu'il est encore malade. Mais cette fois-ci, il était réellement malade. Mais les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Parce qu'il a tellement menti aux gens par le passé que même s'il atteint de la maladie, les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Mamadou Ebineta, c'est ça. Donc, c'est de là, c'est la même chose. C'est-à-dire, on se pose la question, est-ce que réellement il y a eu ce vol de 21 milliards? Parce que un vol, si l'argent appartenait à un particulier, mais comment est-ce que la banque centrale, le gouverneur de la banque se précipite jusqu'à donner les secrets de l'enquête, c'est-à-dire ce qui allait permettre les inspecteurs de police ou les gendarmes de mettre main? Ce n'est pas dans une population à plus de 60% d'analphabètes. Toi, tu vas donner les séries qui sont sur la monnaie. Est-ce qu'eux ont le temps de regarder comme ça là? Ça, c'est les détails qui concernent les techniciens. Et surtout, quand tu révèles les éléments qui permettent aux enquêteurs de mettre la main sur les malfrats, tu révèles ça de façon publique, ça veut dire que tu veux aider les voleurs à dissimuler. C'est que soit si tu n'es pas complice aux voleurs, ou toi-même tu as pris déjà ta part et tu fais semblant comme s'il y a eu l'attaque. Parce que personne ne peut imaginer que le premier responsable de toutes les banques en Guinée, c'est-à-dire le gouverneur de la banque centrale, ne connaît pas les mesures de sécurité pour le transport de l'argent. Et que le gouverneur de la banque centrale ne connaît pas quelle est la limite de fonds qu'on peut donner à une personne, à un particulier, et de circuler librement en toute sécurité. Je ne peux pas comprendre qu'un gouverneur de banque ne sait pas que les transactions électroniques aujourd'hui existent, même en Guinée. Même en Guinée. C'est quand même, c'est sidérant. Quand je vous dis que ce qu'ils appellent refondation, c'est la destruction, c'est le démantèlement, c'est la liquidation, c'est la dissolution, c'est-à-dire c'est la destruction de toutes les structures qui font le socle de notre économie. Et cerise sur le gâteau, ils jettent. Personne aujourd'hui en Guinée ne sait quelle est la quantité de cette nouvelle coupure de 20 000 francs qu'ils injectent sur le marché local. Parce que l'introduction des nouvelles coupures dans le marché local aboutit directement à ce qu'on appelle l'augmentation de la masse monétaire en circulation. Cela entraîne quoi? Cela entraîne ce qu'on appelle l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? C'est l'augmentation des prix des denrées, surtout de première nécessité, sur le marché. Parce que l'inflation n'est rien d'autre que la perte de la valeur de la monnaie. Quand il y a trop de monnaie, trop d'espèces sur le marché, il y en a trop. C'est la valeur qui va baisser. Parce qu'on ne peut pas comprendre la valeur d'une monnaie. Partout au monde, la valeur d'une monnaie dépend de la production locale, c'est-à-dire la production des biens et de services qui fait la valeur d'une monnaie. Et cette production des biens ou services, c'est ce qui donne la définition de la croissance économique d'un pays.
La croissance économique d'un pays est mesurée par an. Et durant une année, tout ce que vous produisez, que ce soit du bien ou de service, c'est tout ça qu'on met pour définir que votre pays a une croissance économique préférable. Depuis 2021, ce coup d'État, la croissance économique, la moyenne en Guinée, c'était de 6%. On est même arrivé en 2018 à 2 chiffres. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, on a eu une croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire de 10. En Guinée, pour avoir une croissance à 2 chiffres, il faut 1,5 milliard de production et de services à l'interne. L'équivalent de ça qui nous donne 2 chiffres en Guinée. Mais depuis le coup d'État, on est au-dessous de 4% de croissance. Mais comment expliquez-vous? Au lieu de progresser, on régresse. Et on nous dit que c'est la refondation. Mais où allons-nous? Si la refondation est venue stopper le progrès et voire même détruire le progrès, ce n'est plus la refondation, c'est la destruction. Ceux-ci sont en train de détruire notre pays. La Guinée était considérée par la Banque mondiale comme le pays le plus résilient en Afrique de l'Ouest avec le Covid. Parce que la croissance guinéenne était stable sur les 5 dernières années. On n'est jamais descendu au-dessous de 6%. Certains vous diront que ce n'est pas la croissance qu'on mange. C'est vrai, on ne mange pas la croissance. Mais c'est à travers la croissance qu'on a cette crédibilité. Parce qu'un pays qui a une croissance très faible, quand il va prêter l'argent, les gens, ils ont peur. Ils disent, mais comment tu vas payer? Parce que le bailleur de fonds qui est loin là, ce n'est pas ta parole qui va le convaincre. Avant d'ailleurs que vous vous rencontrez, il regarde d'abord, c'est ce qu'on appelle les fiches techniques de votre pays. Il voit quelle est la solvabilité quand tu vas à la banque. Tu veux prêter l'argent et tout ça là, on te demande les garanties. Parmi les garanties, tu as ton titre foncier ou je ne sais quoi. Mais c'est comme ça avec les bailleurs de fonds. Un pays aussi, la croissance économique est comme son titre foncier. C'est-à-dire, on sait que tu peux payer parce que tu as une production interne qui valent ça. Mais chez nous, c'est le contraire. C'est pourquoi la Banque mondiale dit qu'ils ne vont pas donner un cent à Mamadi. Mamadi, maintenant, pour compenser, il dit, comme ils ne veulent pas me payer, moi, je vais aller fabriquer l'argent. Mais est-ce que c'est la solution? Fabriquer l'argent pour avoir de liquidité aggrave plus la situation qu'avant. Parce qu'on peut fabriquer l'argent dans tous les pays du monde, mais à condition que l'argent que tu fabriques comme ça vient remplacer les vieilles coupures qui sont retirées dans la circulation. Tu fabriques maintenant une nouvelle coupure. Parce que si la vieille coupure sont retirées de la circulation sans être remplacées, c'est une valeur équivalente. C'est-à-dire, cette valeur qui est l'argent, les vieilles coupures, l'argent déchiré ou l'argent sousé là, on le retire. La Banque mondiale, comment la Banque centrale fait ça? L'argent qui est magané là, qui est complètement foutu, on le retire à la circulation. Mais tout en respectant, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la masse monétaire en circulation. Parce que la Banque centrale, son rôle principal, c'est quoi? C'est la régulation. C'est-à-dire, il contrôle l'économie. C'est le médecin de notre économie. Mais quand le médecin fait mal son travail, il ne connaît même pas ce qu'un médecin doit faire, mais en ce moment. Donc, l'argent, les vieilles coupures, là, si on ne le remplace pas, ou si on le retire de la circulation, là, et qu'on ne remplace pas ces vieilles coupures, on appelle ça la déflation.
c'est-à-dire c'est l'opposé de l'inflation. Donc, le non-remplacement des vieilles coupures qui ont été retirées sans être remplacées occasionne la déflation. Mais quand il y a trop d'argent, c'est-à-dire tu ne retires pas les vieilles, mais tu viens y réajouter aussi, tu augmentes la quantité d'argent. Et ça, on appelle l'inflation qui va jouer sur le prix. Et même les investisseurs n'auront pas confiance. Parce que dans un pays où l'État peut fabriquer la monnaie comme il veut, parce que l'argent là, c'est quoi? L'argent, c'est une marchandise qui nous permet d'acheter une autre marchandise. Hein. C'est ça l'argent en fait. Par définition, l'argent, c'est ça. Une marchandise qui te permet d'acheter d'autres marchandises. Mais quand toi, tu as, sans effort, tu te lèves un beau matin, tu dis, bon, je vais faire beaucoup d'argent comme ça, les gens voient. Et finalement, ce que tu es en train de faire là, ça fait perdre la valeur de la monnaie parce que personne n'aura, disons, confiance à ta monnaie parce que c'est du papier que toi-même tu le fabriques n'importe quoi. Et puis, il y a des petits malins aussi qui disent, mais comme l'État fabrique comme il veut là, nous aussi on va fabriquer le monnaie à notre... C'est pourquoi il y a du faux billet, si vous vous rappelez, au temps de Lansana Conté, il y a eu tellement de 1000 francs guinéens là, tellement de faux billets dedans, il y a des billets quand tu mets dans ta poche et que la pluie te frappe, ça se décolore. Parce que quand tu fabriques trop de faux billets, parce que les faux billets pour les fabriquer, ça implique aussi l'argent, hein, l'impression et tout ces, les mesures de sécurité que tu dois mettre dedans, ça coûte. Et surtout, personne ne connaît la quantité que tu as fabriquée. Il y a des fossoyeurs aussi, des petits malins, ils ont des machines, ils peuvent prendre l'argent, ils regardent, ils disent, mais ça c'est facile à faire. Eux aussi, ils vont aller faire. Surtout, toi, tu le fais à des grosses coupures, c'est-à-dire c'est les coupures de 20 000. Parce que les fossoyeurs, avec les petites coupures là, ils disent, ah, ça n'a pas trop de valeur, je ne peux pas trop investir. Mais si c'est les 20 000 là, ils vont fabriquer aussi des milliards et des milliards de faux billets. Donc, tout ça, ça rentre dans la destruction de l'économie du pays. Donc, on est sur ça. Et quand je dis que le concept de refondation comme défini par le CNRD ne colle pas à la réalité, c'est-à-dire au lieu de refonder, on est en train de détruire. Si la refondation est une action pour fonder quelque chose de nouveau sur les nouvelles bases, la destruction vient déconstruire sans remplacer. C'est-à-dire, il vient détruire quelque chose qui marchait déjà, mais sans remplacer par quelque chose qui est fiable. Donc, c'est cette détériorisation, en fait, des actions qu'ils appellent refondation, que moi je qualifie comme destruction, qui vient tout mettre à zéro. Ça fait que notre économie, j'ai bien peur que nous soyons retournés à 20 ans encore en arrière. Parce qu'en matière d'affaires, le plus important, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance en matière de financement, d'investissement, de rapport sain avec les bailleurs ou avec ceux qui veulent venir investir chez toi, s'il n'y a pas de confiance, il sera très difficile de s'en sortir. Parce que le vrai problème des Mamadis, il y a d'abord l'incompétence, mais aussi il y a ce manque de confiance. Vous êtes incompétent, mais vous n'êtes pas honnête en plus. Voyez-vous, ils ont demandé 600 millions de dollars à la Banque mondiale pour financer leur mamaya, là, les mouvements de soutien et tout ce qui s'ensuit. Ceux-ci disent, bon, on ne peut pas vous financer ça parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à éclaircir. Il y a plus de 1 milliard de dollars qui sont des dépenses
hors budget. C'est-à-dire, on n'arrive pas à situer comment ils ont dépensé les 1 milliard de dollars là, qui n'est pas inscrit dans le budget national. La Banque mondiale dit, mais avec ça, où nous allons? Parce que la Banque mondiale, c'est comme un médecin. Quand tu viens chez un médecin, il te prescrit, mais il ne va pas aller chez toi pour dire, mais tu as pris ton médicament que je t'avais prescrit. Il t'a prescrit les médicaments. C'est à toi maintenant de prendre les médicaments pour te sentir mieux. Mais si tu ne le fais pas, ce n'est pas la faute du médecin. Ils disent pour le cas de Simandou, nous voulons voir clair dedans. Parce que tu viens me prêter l'argent. Mais ce que tu dois me donner, la garantie là, tu ne veux pas que je regarde qu'est-ce qui est dans la garantie là. Sinon, me dire, les documents font 14 km. C'est-à-dire de Sékou Touré jusqu'à Bessia, les documents sont tellement nombreux, je ne peux pas te donner ça. Mais c'est une insulte à l'intelligence des Guinéens. Même un document de 100 km ou de 1000 km, il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui. Tu as 1000 pages, il peut te résumer ça à une seule page. Et puis, ce n'est pas les 100 km que les Guinéens ont besoin de savoir. Même s'il faut prendre cet argument de bassesse, c'est-à-dire on dirait, non, non, c'est même insultant, présenter un Diba Diakité comme le gestionnaire du plus grand projet minier au monde. Et, mon Dieu, c'est quelqu'un, quand il te parle, tu te dis, mais je ne comprends plus rien. Donc, très cher ami, nous sommes dans ça. Parce que le but d'une refondation est généralement améliorer l'efficacité, la pertinence, la légitimité ou la pérennité de ce qui a été refondé ou de ce qui est là. Mais si refondation vient faire le démantèlement, la destruction, la liquidation ou la dissolution de ce qui marchait avant, ce n'est plus une refondation, c'est la destruction. Et notre pays est en train d'être détruit à ciel ouvert. Il y a tellement d'exemples qu'on n'a même pas besoin de citer, parce que tous les Guinéens vivent dans ça. Très cher ami, parler de la Guinée, ça fait mal. Parce que voir un groupe de bandits armés qui prennent tout un peuple en otage, qui braquent les fusils sur les gens, qui tuent comme ils veulent, ça fait mal. Et chanter dans tous les coins, les ronds-points ou les trucs, développement, on est en train de développer. Mais soyons sérieux. Développer un pays, c'est mener les actions pérennes. C'est changer la vie de la population. Tu ne peux pas dire à un citoyen que je suis en train de développer ton pays et que ce dernier meurt de faim et que ce dernier est dans l'insécurité totale. Quand son fils est malade, il ne peut pas l'envoyer à l'hôpital parce qu'il n'a pas d'argent ou l'hôpital même n'a pas de médicaments. Il y a des femmes qui meurent aujourd'hui à Donka parce qu'ils n'ont pas eu de césarienne. Il y a des gens qui meurent parce que le qui pour les dialyses, ça n'existe plus. La route tue, les hommes tuent. Aujourd'hui, il est facile de voir à Conakry, en pleine journée, quelqu'un tirer sur toi. Mais on vit dans quoi? Tous les gouverneurs sont des militaires, tous les préfets sont des militaires, les sous-préfets, 70% sont des militaires. On est dans un régime militaire. Comment se fait-il que l'insécurité soit galopante? Ne vous laissez pas douper par les discours démagogiques. Ne vous laissez pas endormir, surtout les plus jeunes, par l'amusement qu'on vous vend comme étant les élans du développement. Aménager une plage, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas le développement.
le fait d'aménager le plage. La plage, c'est un lieu de divertissement. Mais comment la plage ne peut pas contribuer au bien-être social de la société entière? Le développement signifie améliorer la vie de la population. Ce n'est pas célébrer chaque mois ou chaque semaine dans telle ville ou telle région les acquis, soi-disant les acquis de Mamadi, qui n'ont rien d'être que une attribution de la paternité de ce que Alpha est parti chercher l'argent, commencer les projets. Tout ce qui est en réalité, qui se réalise aujourd'hui en Guinée, c'est les œuvres d'Alpha Condé. Tout le monde le sait. Mais pour vous tromper, on vient dire, ouais, c'est les actes. Le développement implique une idée de changement positif. On ne peut pas développer un pays en mettant, disons, en maintenant la population dans la pauvreté. Ce n'est pas du développement. Le développement, c'est un processus. Le développement, c'est le résultat de plusieurs petites actions qui sont pérennisées dans le temps. Le développement n'est pas statique. Et l'acteur et le bénéficiaire du développement, c'est l'homme. Il faut mettre l'homme comme priorité, comme le centre de tout développement. Parce que la place de l'homme dans le développement, dans tous les pays du monde, loin d'être un facteur de développement, l'homme est l'acteur de développement. Parce que le développement est fait par l'homme et pour l'homme. Mais tu ne peux pas embellir ma maison dont je ne suis pas autorisé de dormir dedans, ou j'ai faim, mais j'ai un toit qui est... Mais ça n'a pas de sens. L'homme n'est pas un simple outil de propagande. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller, disons, en achetant la conscience des gens, il va aboquer. Après, c'est le tour de Mamou. Après, c'est Mandiana, dire Mamadi. Mais il sait consciencieusement que ses parents ont fait. Il sait consciencieusement qu'il ne le fait pas parce qu'il veut le faire, mais il le fait pour ne pas qu'on le licencie, qu'on le limoge. Parce qu'aujourd'hui, quiconque n'est pas dans leur mouvement démagogique, là, tu es éliminé. Si tu es fonctionnaire, ta carrière est finie. Si tu es commerçant, on te crée tous les problèmes du monde. Donc ça fait que Mamadi a créé, c'est ce qu'on appelle le clientélisme. Il a rendu le Guinéen malheureux. C'est-à-dire, il nous a appauvris et nous rend comme les mendiants. Il marche sur nos parents. En résumé, je dirais, l'acteur principal et la raison même du développement économique d'un pays, c'est l'homme. Quand l'état moral ou mental de l'homme ne s'améliore pas, toute action entreprise à son nom n'est pas bénéfique pour lui. Parce que pour rire avec les gens, il faut manger déjà. Un père de famille qui sort à la maison, il sait qu'il n'a pas laissé de dépenses. Croyez-vous qu'il sera heureux? Même s'il rit avec vous, il dira, j'ai laissé les gens à la maison qui ne comptent que sur moi. Je ne peux pas m'éclater ici en disant Itanambi, Sugunene, or que je sais que mes parents à la maison, ils n'ont pas quoi manger. Ce père de famille, il fait tout pour avoir de quoi aller nourrir d'abord sa famille. Peut-on convaincre ce dernier qu'on est en train de développer la Guinée? Or que lui, sa famille et des milliers, tous ceux qui sont autour de lui, vivent dans la dèche. C'est ça la réalité en Guinée. Un pays qui ne sacrifie pas dans le bien-être de sa population, que ce soit éducation, santé, la formation,
qui ne favorise pas la participation des citoyens et qui ne veille pas sur le bien-être, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la santé, sur le plan de la nourriture, qui néglige cette dimension la plus importante, c'est-à-dire la dimension humaine du développement économique, en ce moment, il se dirige tout droit au fiasco. Il peut dire tout, mais il ne doit pas nous parler de développement, parce que le mal dans notre société, il y a des gens qui parlent des choses dont ils n'ont aucune idée, ils ne savent même pas. Mais il faut agrément, c'est-à-dire le mal, être ignorant, ne pas connaître des choses, ce n'est pas grave. On peut apprendre. Mais faire semblant que tu connais, or que tu ne connais pas, c'est encore pire. C'est ça qui est pire dans notre société. Très cher ami, refusons la confiscation des militaires du pouvoir politique. Refusons qu'un soldat n'est pas un dirigeant. Une caserne n'est pas un parlement. Un ordre militaire n'est pas une décision politique. C'est à nous, peuple de Guinée, c'est à nous de se lever qui dit stop, parce que notre pays est en décadence. Mamadi est en train de tout détruire. Ce n'est même pas détruire notre avenir, ça c'est fini déjà. Il a gâché, mais c'est le devenir de nos enfants et nos petits-enfants. Ne permettons pas à ce groupe de criminels, ces bandits, de détruire le devenir de nos enfants qui sont là aujourd'hui. Chers compatriotes, il n'est pas encore tard. Il n'est pas tard. Nous pouvons agir et nous devons agir. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais regardez aujourd'hui en Guinée, il suffit qu'un étranger a 5 000 ou 10 000 vues sur TikTok ou pour qu'on l'invite à Conakry. À l'aéroport, il vient comme un star. On le déroule, le tapis rouge. Il est reçu par le bandit délinquant Mamadi. C'est ça, mais il faut voir en Guinée aujourd'hui, c'est les Makosso, c'est un Vanoupien, un gars aussi là, des Sénégalais là qui viennent parler. Or qu'au Sénégal actuellement, Macky Sall avait caché plus de 7 milliards de dollars que la Banque mondiale même a suspendu, disons, sa coopération avec le Sénégal. Mais tu verras un Sénégalais aller parler de ça. Je voyais un guignol, John, le jeune Sénégalais qui pavanait avec Obama là. Allez s'arrêter. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre de Simandou? Simandou, les premières études ont été faites sur Simandou en 1945. Depuis de ce date-là, 45 jusqu'en 2019, aucune tonne n'est sortie de Simandou. Rien n'a été fait. Il a fallu Alpha Condé. C'était le 19 décembre 2019. Les archives existent. C'est l'homme qui a retiré Simandou. Pourquoi tu ne parles pas de l'origine? C'est-à-dire, ceux qui me fâchent dans les trucs là, ils viennent raconter, nous non pourquoi, mais ils ne disent même pas la vérité. Et je ne sais pas. Ils savent bien que la Guinée, Simandou n'appartenait pas à la Guinée en 2010. Et Alpha a retiré ça avec les gens qui l'en veulent à mort. Et c'est les mêmes gens-là que Mamadi vient donner Simandou. Pourquoi tu ne poses pas la question? Pourquoi ils ne veulent pas publier la convention révisée de Simandou? Vous venez nous flatter à Simandou. Mais nous, on s'en fout de... Nous, on connaît ce Simandou chez nous. Allez-y parler chez vous là-bas. Au Sénégal, il y a combien de problèmes là-bas? Pourquoi vous n'allez pas les conseiller Diomaye Faye ou bien Ousmane Sonko? C'est-à-dire, j'aime pas... C'est pourquoi moi, je ne suis pas... Ces vanoupiers-là qui parlent, qui sont panafricains. Eux, ils ne sont pas panafricains. Le panafricanisme n'est pas sélectif. Tu ne peux pas applaudir l'action des Français. On condamne au Burkina, au Mali, au Niger. Mais quand les Français agissent en Guinée, on a vu tout récemment, Ali Aboké, il avait une tenue avec le drapeau français. On sait qu'il y a les militaires français qui sont là. Il y a des députés français même qui dénoncent ça.
Ça a été discuté au Parlement français. Mais est-ce que vous avez entendu ces cons panafricains-là parler de ça? Donc, de grâce, vous savez, dans la vie, un homme n'est pas grand parce qu'il a échoué. On dit qu'il a échoué dans ça. Un homme est grand parce que l'échec ne l'arrête pas. Quand il tombe, il se réveille. Parce que l'échec n'est pas la finalité. C'est tout comme la réussite. Ce qui est important dans un combat, c'est de ne pas abandonner. Surtout quand tu crois que l'action que tu es en train de mener est juste et noble. C'est pourquoi continuons à nous battre. Continuons à nous battre parce que la fin est proche. La fin est proche. Notre combat est juste et légitime. Personne d'entre nous ne doit se décourager. Ne nous laissons pas distraire par les discours ethnocentriques ou les discours de banal, dire tel est guinéen, tel n'est pas guinéen. Ne nous laissons pas rabaisser à ce niveau. Ça, c'est les débats de caniveau, ça. Parlons de la République. Notre combat, c'est la récupération de la République dans la main d'un groupe de bandits armés. Notre pays est braqué alors. Rien ne va de la refondation au démantèlement, à la dissolution et à la liquidation de la République. Nous devrons nous battre pour mettre fin à ça. Très cher ami, je vous remercie. S'il plaît à Dieu, on se reprendra bientôt. Je parlerai ma prochaine vidéo, je vous parlerai de ce qui se passe actuellement à Kankan. Vous savez, Mamadi a entrepris la démolition des biens des gens. C'est-à-dire à Kankan, c'est sa jeune sœur qu'on appelle Aïcha Doumbouya qui est devenue shérif de Kankan et sa mère là. Sont eux qui sont en train d'exproprier les gens à Kankan. Il y a une famille qui m'a contacté et j'attends quelques informations, mais s'il plaît à Dieu, nous allons parler de ça demain. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir.